Bonjour tout le monde. Donc, après une petite absence d'une dizaine de jours pour de la prospection et un suivi d'une opération, dont je vous parlerai très prochainement parce que cette dernière elle va être très intéressante au niveau organisation, au niveau gestion d'un chantier. Enfin, c'est une vraie belle opération de marchand de biens. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Elle pourra vraiment servir à tout le monde. Donc, pour partir un peu plus sur de la chronologie de ce que j'ai vécu et j'ai découvert dans ma formation et mon cursus de marchand de biens jusqu'à ce jour, je préfère partir dans une chronologie assez logique pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le thème de la formation. Voilà. Pourquoi la formation? Ben, la formation, parce que le métier de marchand de biens, c'est un métier qui est non réglementé. De même, vous pouvez décider de partir marchand de biens. Il n'y a absolument aucune formation qui est obligatoire. Il n'y a aucun diplôme, il n'y a aucune formation, il n'y a absolument rien du tout. C'est comme le parapente, ça. Le parapente, vous pouvez faire du parapente, on avait besoin d'absolument rien du tout. Bon, par contre, le parapente, sans formation, sans connaissance, vous allez vite vous mettre au tas. Et le marchand de biens, on peut dire que ça peut être un beau petit parallèle quand même. Pourquoi la formation? Parce qu'on a beau connaître un petit peu le bâtiment, on a beau connaître un petit peu le milieu de l'agent commercial, on a beau connaître, je sais pas mal de domaines, s'intéresser un petit peu de près ou de loin à l'immobilier, avoir fait du locatif, mais ça n'a absolument rien à voir. Donc je ne vais pas vous donner la formation que j'ai faite, avec qui je l'ai faite, parce que j'ai pas d'action chez lui. Et puis dans tous les cas, il y a d'autres gens qui font de la formation. Chacun son boulot. Moi, comme je dis, je le répète, je fais une chaîne YouTube parce que j'aime bien partager les choses. Mais je ne fais absolument pas une chaîne YouTube pour partager et pour vendre des choses. Donc je ne vends absolument rien. Donc forcément, je ne suis sponsorisé par personne et je ne vais pas vous donner le nom de gens qui font des formations. Moi, j'en ai fait une qui m'avait été recommandée. J'en suis très content. Elle était très complète. Donc, je vais juste vous survoler un petit peu les onglets que j'ai appris dans cette formation parce qu'il y a des tas de choses que je pensais, que j'imaginais qu'elle allait être dans l'activité de marchand de biens. Mais par contre, il y a énormément de choses que je n'imaginais pas. Voilà. Alors, je vais le faire de manière chronologique comme dans cette formation. Dans un premier module, on a abordé les bases de l'entrepreneuriat. Alors, les bases de l'entrepreneuriat, bon, ça peut être vaste, ça peut être, oui, créer son entreprise, gérer son entreprise, atteindre des objectifs, etc. Mais là, j'ai vraiment découvert, je crois que c'est une formation en 8-9 modules. Pour moi, c'est le module le plus important. Voilà, c'est un module sur lequel je n'étais pas du tout euh, préparé, on va dire. Et j'ai découvert énormément de choses. Parce que dans ce module entrepreneuriat, base de l'entrepreneuriat, il a instauré un module mindset. Alors, je déteste les anglicismes, donc on va dire développement personnel. Dans le développement personnel, ça peut prendre pas mal de choses. Donc, dedans, on a abordé dans ce premier module les objectifs. Donc, savoir définir un objectif, c'est tout bête, hein, mais on va rester dans le cadre de marchand de biens, mais ça peut marcher dans beaucoup de choses. Si c'est dans le sport, par exemple, vous fixez un objectif de faire un semi-marathon, mais vous allez calquer automatiquement votre objectif, votre formation, jusqu'à atteindre la date butoir de ce semi-marathon. Et vous allez être content, pas content, déçu, blessé si vous êtes mal préparé. Et le marchand de biens, c'est exactement pareil. Si on n'a pas d'objectif à court, moyen et long terme, eh bien en fait, on va pas être porté par ce truc, on va pas avoir ce fil conducteur. Donc ça, c'est vraiment, c'est tout bête, mais c'est pas que se mettre des objectifs. Ce que j'ai appris là-dedans, c'est pas se mettre des objectifs dans la tête, c'est pas se les mettre sur un petit bout de papier qu'on laisse dans un classeur. C'est ce qu'il appelle le dream board. Deux anglicismes, moi qui n'aime pas ça. Donc le dream board, entre guillemets, ça peut être le dream board des objectifs qui peuvent être personnels, mais ça peut être les objectifs professionnels. Par exemple, dans l'activité de marchand de biens, l'objectif, ça peut être ben, dans 6 mois, je veux avoir trouvé une opération d'appartement à rénover. Dans un an, je veux être déjà sur un immeuble. Dans un an, je veux avoir fait 10 opérations de marchand de biens. Et ça peut être le court terme. Le moyen terme, ça va être vraiment sur 5 ans. Et au bout de 10 ans, ou voire dans 20 ans, votre objectif. Si votre objectif, ça va vous fixer vraiment des objectifs qui peuvent être, pour le coup, quand vous créez votre tableau d'objectifs tout à fait irréaliste ou réaliste, mais ça vous porte, en fait. Voilà, ça peut être vraiment... c'est libre à chacun, en fait. Mais ça, voilà. Je ne peux pas détailler mes objectifs parce qu'ils ne vous parleront pas. Donc, j'ai appris les objectifs.
J'ai appris un petit peu tout ce qu'on pensait, les pensées limitantes. Alors les pensées limitantes, ça c'est un concept qui est propre à chacun. Pour moi, d'après ce que j'ai compris dans ce module, et je continue d'ailleurs à regarder un petit peu des choses, et pourtant, croyez-moi, j'étais loin d'être dans le développement personnel. C'était vraiment le cadet de mes soucis. Je vérifie que ça enregistre très bien. Pensée limitante, des pensées limitantes. Je vous prends un exemple pour moi qui s'est révélé être une pensée limitante. Je l'ai découvert parce que j'ai eu une fille qui était en formation de coaching. J'en ai eu deux d'ailleurs. Je leur passe un petit coucou si elles voient cette vidéo. C'est Julie et Linda. Donc du coup, c'est pensée limitante pour moi. Comme je vous l'avais dit, je sors d'une famille d'artisans. Donc pour moi, pour générer de l'argent dans un bâtiment, il faut créer de la valeur, il faut travailler de ses mains. Bon, voilà, j'aurais été fils de notaire hein, ou fils de médecin, pas du tout bricoleur, par exemple. Mais pour moi, le concept d'être bricoleur, faire des choses de ses mains, ça aurait été vraiment un truc abstrait. Par contre, pour eux, ils vont avoir d'autres capacités. Pour eux, ils vont être à l'aise et comprendre ce que c'est que de suite de l'achat-revente, acheter à un bon prix, revendre à un meilleur prix. Pour moi, c'était acheter à un bon prix, évidemment, ça je l'avais. Par contre, travailler de mes mains pour pouvoir faire une marge. Parce que j'avais beaucoup de mal, et je vous parlerai de ma première opération, de me faire de l'argent, de faire une marge sur un bien où je n'ai absolument rien fait. Sauf qu'au final, quand on réfléchit différemment, ce n'est pas absolument rien faire que de trouver le bien, la pépite, à un bon prix. Parce que ça veut dire faut le trouver, il faut se bouger, il faut créer le réseau, il faut négocier ce prix, et il faut quand même prendre un risque. Parce que prendre le risque de se dire j'achète à ce prix-là, ok, je vais le revendre à tel prix. On prend quand même un risque. Mais par contre, je n'ai pas rien fait quand j'ai fait cette opération. Je me suis bougé, j'ai cherché un secteur, j'ai un petit peu étudié un secteur, j'ai négocié ce prix, j'ai attendu le bon moment, c'est venu, ça s'est fait. Et après, j'ai trouvé une personne, parce que je n'habitais plus sur place, pour la commercialiser. 5 jours après, en plus, ça s'est commercialisé. Eh bien, voilà. Dans ma tête, au début, avec mes pensées de fils d'artisan, eh ben, c'était inconcevable. Bon, maintenant, je l'ai fait une fois. Rassurez-vous que si je trouve ça 10 fois dans l'année où je n'ai juste qu'à faire de la négociation, boire un petit café, créer le petit réseau avec l'agent immobilier et que derrière la notaire eh bien, me monte tout ça, croyez-moi que je préfère faire ça des fois que les travaux. Mais bizarrement, j'aime quand même les travaux parce que j'ai ça en moi. Donc du coup, là, la grosse opération sur laquelle je suis actuellement, je vous en parlerai, elle va m'occuper pendant 8-10 mois. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir en détail et de justement séquencer un petit peu toutes les parties. Commercialisation, travaux, visuel 3D, il y aura plein de choses. Qu'est-ce que j'ai appris aussi? J'ai appris l'effet focus, donc être focus sur un objectif. Voilà, ça vient pas de suite, mais on reste focus sur le truc. Ça, c'est plein de concepts. Et encore, il y a plein de choses dans ce module. Après, j'ai retenu un truc, c'est l'OSAL. Alors, l'OSAL, c'est un concept que dans cette formation, j'ai appris. C'est, vous avez des gens dans votre entourage qui n'ont pas la pensée positive, qui voient toujours le verre à moitié plein, moitié vide. Et des fois, c'est des gens qu'il va falloir dégager. Parce que si vous avez trop de gens qui sont un petit peu dans le concept de l'eau sale, ils vont toujours vous tirer vers le bas. Croyez-moi, quand je m'entends dire ça, ben, je pensais pas dire ça il y a 1 an et demi. C'est vraiment des concepts qui, voilà. Mais pour le coup, bizarrement, quand on côtoie des gens qui sont dans l'optimisme, qui vont vous tirer vers le haut, qui vont être dans la croissance, qui vont ainsi, ça vous tire. Et de là, vous rencontrez une autre personne, une autre personne, une personne. Voilà. Tout bêtement, j'ai rencontré, comme je vous disais, un marchand de biens qui m'a bien lancé. Lui, il était hyper à l'aise sur le volet, entre guillemets, informatique. Donc, par exemple, lui, ben, depuis, je me suis dit, ben, je vais me former à faire des Excel. Donc, maintenant, je suis à l'aise et c'est très utile. Vous allez voir, c'est un gain de temps quand on a vraiment pas mal de choses à gérer. Mais lui était très, très bon dans tout ce qui est le financement. Aller chercher du financement. Pour moi, dans ma tête, on fait avec son argent. Non. Déjà être à l'aise avec le concept de l'argent. Donc, aller chercher du financement auprès de banques, du crowdfunding. Lui, il a développé son propre crowdfunding. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui a un ordinateur dans la tête pour moi, mais il va beaucoup plus vite que moi. Mais bizarrement, voilà, je lui apporte d'autres choses, je lui apporterai d'autres choses. Potentiellement, on va travailler ensemble. Et donc, ce volet, toute son expertise qu'il a apporté dans ce domaine, avec toutes les garanties financières derrière, le montage de dossier avec son notaire, etc. et tout, ben ça va me venir puisque lui va m'apporter ça. Je pourrais lui apporter d'autres choses, moi sur la négo par exemple, ou sur la commercialisation, je pense. Voilà.
Ben voilà. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, dans ce premier module, j'ai appris tout ça. C'est vraiment le module auquel je ne m'attendais pas du tout dans une formation. Euh, Évidemment, je me doutais qu'il y avait des parties urbanisme, je me doutais qu'il y avait des parties fiscales, commercialisation, pas forcément, mais enfin, ça, c'était pas un truc qui me préoccupait puisque j'avais été à Janko avant. Mais voilà, ça, c'est le module auquel je ne m'attendais pas et qui est vraiment la base de tout. Si vous êtes au clair là-dedans au début, bon, le développement personnel, il ne faut pas attendre une formation de marchand de biens pour en faire, hein. Il y a des tas de gens qui en font tous les jours. Ils sont à des années-lumière de faire l'activité de marchand de biens. Mais c'est quelque chose qui est utile, ça vous fait un socle vraiment au quotidien. Deuxième module qu'on avait abordé, c'est le module urbanisme. Alors, urbanisme, alors j'étais déjà agent commercial, comme je l'avais dit. Il y a des choses qu'on voyait, la copro, les documentations de copropriété, euh, la partie géomètre. Donc, si on est géomètre en campagne, géomètre en ville, donc on connaît la partie géomètre d'un certain domaine. Souvent, on parle de bornage, vite fait, basta à la campagne, mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses là-dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on a abordé dans ce module? Et lui, il est hyper dense, hein. Le concept de droit privé et droit d'urbanisme. Donc, c'est carrément des choses totalement différentes. Ça, mais je ne rentre pas dans le détail. Je vous donne un petit peu les thèmes qui sont abordés pour que vous vous rendiez compte un petit peu du volume, de la quantité de choses qu'il y a dans une formation de marchand de biens et la quantité de choses à connaître. En fait, au début, on se dit, bon, c'est de l'achat-revente, quelques travaux, mais il y a énormément de choses. On a abordé le cadastre, on a utilisé, on apprend à se servir du site de cadastre, de géoportail. Ça, c'est des concepts, si on ne les connaît pas, c'est tout nouveau, il y a du boulot. On parle du PLU, on parle du plan de zonage, on prend du plan de prévention des risques, le PPR. Donc, savoir lire ça, savoir lire un zonage, savoir lire un PLU. On va parler de plan d'aménagement et de développement durable. Donc ça, c'est pareil, je l'ai découvert là-dedans. Qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? On va voir le plan d'aménagement et de développement durable. Quand on sait le lire, on regarde ça, c'est sur les sites des communes. On va voir les objectifs de la commune à 5 ans, 10 ans. Et donc, entre guillemets, quand on regarde ça, le plan de zonage, etc., on voit qu'il y a des zones qui sont pré-préemptées par des mairies. On sait que dès qu'un projet va sortir là-dedans, la mairie a déjà mis une option. Elle va le préempter. Ça sert à rien de perdre votre temps là-dedans. Par contre, comment on peut travailler avec ça? Ben, on peut travailler avec, voilà, si on voit que la mairie dans cette zone, elle a pour projet de développer l'habitat sur tel secteur de sa commune, ben, on se dit que ben, sinon on va essayer de gratter un petit peu autour en périphérie. Mais il y a des choses qui vont sortir, des choses qui vont être intéressantes, un prix du marché qui va augmenter parce que dans 5 ans, ils estiment qu'il y aura ça. Donc, une école, une crèche, ça va ramener du monde. Voilà. Ça, c'est vraiment énorme. On va apprendre tout ce qui est les bâtiments de France. Donc, les bâtiments de France, ça incombe pas mal de choses, des délais, des impositions de matériaux, de ci, de ça. On va apprendre un petit peu comment travailler avec tout ça. Et si on est dans un périmètre bâtiment de France, comment travailler en accord et essayer de faire avancer les dossiers plus facilement. C'est des choses qui sont abordées. On va adopter aussi tout ce qui est la DP, le permis de construire, le permis d'aménager. Quand est-ce qu'on va être dans le cadre d'une DP? Quand est-ce qu'on va être dans le cadre d'un permis de construire, d'un permis d'aménager? Voilà, et comment naviguer dans l'évolution de votre projet pour passer ou dans l'un ou dans l'autre, ou des fois on n'aura pas le choix, il faudra passer dans une autre catégorie. On va aborder la gestion des conflits. La gestion des conflits, mais ça peut être des conflits avec du voisinage, ça peut être des conflits avec le vendeur, ça peut être avec vos acquéreurs. Donc voilà, c'est comment gérer tout ça. On va parler aussi des délais, les délais d'instruction, les délais d'instruction d'une DP, d'un permis de construire, d'un permis d'aménager, les délais de recours, donc le recours des tiers, recours de l'administration. Tout ça, c'est des thèmes vraiment. Bon, avec le temps, déjà, je commence à déjà être à l'aise, moi, au bout d'un an et demi, là. Mais avec le temps, plus on en fait. Mais voilà. Par contre, c'est un métier où on apprend toujours des choses. Même un vieux marchand de biens que j'ai rencontré dernièrement, plus de 30 ans, il apprend tous les jours des choses. Ensuite, on a un module qui c'est le module juridique. Alors, le module juridique, là, on va y apprendre beaucoup de termes notariés, souvent, par exemple. Ça, c'est assez spécifique. Parler vraiment de compromis, de promesse d'achat, promesse de vente, le droit de substitution. On va parler des servitudes, on va parler d'énormément de choses. Donc ça, c'est très détaillé, module important aussi. Mais après, encore une fois, ce que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas être, on est marchand de biens, on n'est pas notaire, on n'est pas agent immobilier, on n'est pas comptable, on n'est pas avocat en droit immobilier.
Donc l'important, ce sera de s'entourer de bonnes personnes. Mais par contre, de se former et d'avoir des bases, ça vous évitera de passer pour des peintres. J'ai rien contre les peintres, parce que j'ai fait travailler des peintres, c'est une expression. Mais quand vous avez parlé à un notaire et que vous avez quelques termes, quelques bases, quelques notions, déjà, il va voir que vous parlez de choses concrètes. Et c'est bien de connaître, parce que tous les notaires ne travaillent pas avec des marchands de biens. Et donc, vous allez voir qu'il y a des notaires qui sont bien. Quand vous en avez un bon, gardez-le. Donc, on va parler dans l'aspect juridique les différents frais dans une opération, les obligations que vous aurez là-dedans. Vous avez parlé des clauses suspensives, très importantes quand vous allez faire une acquisition, et surtout, par exemple, quand un acquéreur va se positionner sur un de vos biens. Vous avez parlé de la copro, le règlement de copro, comment créer une copro. Quand vous allez acheter un immeuble où il n'y a pas eu de copro créé, ou un bâtiment vocation professionnelle que vous allez transformer en immeuble à usage d'habitation, ben vous allez devoir créer toute la copro. Donc comment ça se crée, qui l'a créé, comment on calcule des tantièmes, tout ça, c'est voilà. Vous allez l'apprendre. Et là, vous allez voir que vous allez découvrir vraiment toutes les facettes du métier d'un géomètre. Voilà, ça m'aura impressionné. Si on parle de lotissement, lotissement, il y a les droits spécifiques au lotissement. Aussi, on va parler du droit privé, pas mal de choses, mais là, il y avait des modules spécifiques au lotissement. Vous allez aborder aussi les assurances obligatoires. L'assurance obligatoire, la RC Pro du marchand de biens. Dans certaines opérations, il y aura une dommage ouvrage. Vous allez parler de tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les modules. C'est pour que vous preniez conscience qu'il y a vraiment énormément de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Voilà. Donc ça peut servir à tout le monde. Ensuite, il y a les aspects commerciaux. L'aspect commercial, par exemple, là j'étais à l'aise vu que j'étais agent commercial. Quelqu'un qui se lance marchand de biens qui n'a jamais été agent commercial, bon, l'expérience qu'il peut avoir, c'est d'avoir vendu un ou deux biens à lui ou l'acquisition d'un de ses biens. Mais le volet commercial, il est énorme. Pourquoi il est énorme? Parce que on va aborder tout ce qui est prospection, comment on va prospecter, comment on va créer le réseau, comment on va trouver la bonne affaire. Le réseau, voilà, le réseau, je ferai un module aussi pareil sur le réseau, comment le créer. Selon moi, c'est une vision, d'autres en ont d'autres, il y a tout plein de façons de créer un réseau. Mais je partagerai ce que je connais et vous pourrez faire des retours. La négociation. Alors la négociation, c'est quelque chose, c'est un mécanisme pour moi mental. Si la négociation, on n'est pas à l'aise avec la négociation, c'est quelque chose qui va se construire aussi. Moi, les premières négociations que j'ai eu à faire en tant qu'agent co, c'est un meilleur ami qui m'a fait faire ça. J'ai dit, maman, non, je peux pas faire ça. Bon, résultat, au bout de la deuxième négociation, deuxième offre d'achat que j'ai présentée à un vendeur, c'était un mécanisme. Et maintenant, c'est pire que tout, puisque maintenant, on peut arriver à faire des négos, des propositions. Mais qu'est-ce qu'on risque au pire? C'est un non. Voilà, on va pas prendre un coup de fusil, hein. Ça dépend où. Peut-être encore, ça, si on fait moins 40%, peut-être qu'on prend un coup de fusil. Mais non, encore une fois, ça se passe bien. Mais c'est des choses, voilà, ça s'apprend et voilà. Et puis, si vous êtes à l'aise avec les négociations, le volet négociation, le volet proposition, ben, en fait, quand vous allez passer par un agent immobilier, si lui, il est frileux, vous allez dire non, fais ça parce que ça va tomber à ça, j'aurai ça derrière, et le but sera d'arriver à ça. Mais voilà, ça, c'est des choses dans cette formation qui étaient bien faites. Parce qu'un agent co qui se lance marchand de biens, il n'y a aucun souci. S'il a été bon vendeur et tout, il a un peu compris tous ses rouages. Il va avoir compris, par exemple, des aspects juridiques, des aspects commerciaux, mais quelqu'un qui vient complètement d'ailleurs, il l'a pas. Donc, on n'est pas obligé de faire une formation pour ça. Évidemment, si vous avez votre meilleur ami, votre femme qui est agent IMO, qui fait pas mal de ventes et tout, il y a tous ces rouages, ils vont venir, on va vous aider. Si vous avez de la famille dans le bâtiment, ils vous aideront pour l'aspect travaux, pas mal de choses. Mais la formation, elle englobe beaucoup de choses et honnêtement, ça vaut le coup. On parlerait des enchères voilà, des enchères, de connaître un marché, de l'aspect de la pré-commercialisation. C'est un point très, très important dans l'activité de marchand de biens. Donc, qu'est-ce que c'est la pré-commercialisation? Dans quel cas on peut le faire? Pourquoi, quand, comment? Pourquoi on ne le fait pas des fois? Voilà. Ça vaut le coup de vous former pour tout ça. Après, on parlera de la valorisation de biens. En valorisation de biens, ça peut être quoi? Ça, c'est pour moi le cœur du métier du marchand de biens. C'est, par exemple, on achète une maison, on la divise, on fait 4 petits appartements dedans. Là, c'est valoriser un bien. On transforme un bien à usage, activité commerciale en bien à usage d'habitation. Pareil, valorisation de biens. Valorisation par des travaux. On achète, entre guillemets, une poubelle et on refait quelque chose de vraiment sympa dedans. Ça, c'est la valorisation. Par exemple, la période 2024, 2023-2024 dans laquelle on est,
C'est sûr que par exemple 2020-2021, on pouvait acheter un bien à un super prix, vu que tout partait, c'était un truc de fou. Là, pas de valorisation de bien, on faisait une marche sans rien faire, par exemple. Et ça, là, cette période, j'étais agent commercial. En tant qu'agent commercial, c'était de la régalade, puisque c'était très facile. Il suffisait de faire 3 photos, faire une petite baisse de prix au début. Après, on savait que ça partait, c'était facile. 2023-2024, c'est compliqué. Là, si vous valorisez pas un bien, c'est-à-dire déjà, il faut vraiment faire une négo top top. Une fois que vous avez fait la négo top top, et bien, il faut arriver à créer la valeur, à embellir le bien, à le transformer. Donc là, il va falloir faire vraiment pour moi soit de la bonne division, soit de la création de valeur avec des travaux, du homestaging pour transformer un bien, homestaging virtuel, réel, etc. Là, c'est la valorisation. Ça, c'est des modules c'est des aspects qu'on voit. Un module qu'on va voir aussi dans cette formation, que vous verrez qui est important, c'est cette formation, ou une autre, encore une fois, je ne vends rien et je ne vous dis pas avec qui je l'ai faite, comme ça, voilà. La fiscalité. Alors la fiscalité, donc ça pour la fiscalité, c'est un domaine qui peut faire peur, mais vous n'êtes pas tout seul. Il y a un notaire, il y a comptable. Donc par contre, il faut choisir un bon notaire et il faut choisir un très bon comptable. Je prends le cas de ma femme qui était infirmière libérale, elle a changé 3-4 fois de comptable. Et bon, l'activité, la partie comptable d'une infirmière libérale, elle n'a absolument rien de compliqué au final. Par contre, la partie comptable d'un marchand de biens, là, ça va être carrément autre chose. Parce que vous avez différents régimes de TVA. Vous êtes exonéré de TVA sur certaines opérations, vous êtes en TVA sur marge sur d'autres, vous êtes en TVA intégrale sur d'autres. Tout ça, il va falloir, en fonction de ce que vous achetez, ce que vous transformez, comment vous le transformez. Par exemple, vous achetez un terrain à bâtir, vous mettez une maison dessus, vous êtes en TVA intégrale, ça va être 20%. Si vous calculez mal votre marge, mais dans tous les cas, à la fin, vous avez 20%, une balle dans le pied avec ça. Mais si vous faites encore une fois 200 000 euros de marge sur ce bien, selon votre secteur, payer la TVA, c'est pas grave. Par contre, acheter un bien à usage d'habitation que vous rénovez, vous ne changez pas la destination. Il y a des règles de ne pas toucher à plus de, enfin, les 6 corps d'état, entre guillemets, du second œuvre. Je crois que de tête, je ne dis pas de bêtises, si on ne touche pas plus de 50% des 6 secondes œuvres ou le 2 tiers des 50%, ces deux règles, eh bien, vous restez en exonération de TVA. Par contre, si vous faites de la rénovation intégrale, ben là, vous allez partir dans, si vous touchez ces 6 corps d'état de seconde œuvre, on va dire, ben là, vous partez dans la TVA intégrale. Donc, si au début, vous vous êtes planté, que vous êtes juste au niveau de vos calculs de marge, vous tombez à la fin un peu de juste avec les petites surprises qu'il va y avoir, et bien là, vous tombez avec 20% de TVA qui vont tomber derrière. Ben là, vous pouvez vraiment y laisser des plumes dans votre opération. Voilà, bon, ça, d'où l'importance de se former pour moi. Après, vous allez voir l'aspect financement. Alors, l'aspect financement, ça, c'est un aspect qui, pour moi, pouvait être une bête noire. Donc là, j'ai pas eu besoin de chercher du financement pour l'instant, moi, puisque je me suis lancé avec la vente de ma RP. Donc, ok, mais c'est stupide, parce qu'en fait, il faut utiliser ce levier. Donc, en gros, il faut être capable de jouer comme quand on fait un prêt immobilier, on met de l'apport, ok, je mets tant sur la table, je veux tant, moi je vous apporte quelque chose, je m'engage aussi dans le projet, est-ce que vous me suivez ou pas? Dans l'activité de marchand de biens, ça va être la même chose, il va falloir rassurer une banque. Là par exemple pour ce gros dossier, je vais le faire, c'est un dossier qui au final va être entre l'acquisition et les travaux entre 500-530 000 euros pour une marge qui est belle derrière. Ça, je parlerai un jour et Inch'Allah, comme on dit, dans un an, j'aurai les chiffres des marges avec les reventes. Voilà. Donc, et là, ce dossier, il faut créer un vrai dossier complet. Donc, il ne faut pas arriver avec un truc à la one again. Là, je vais arriver avec un projet, avec un permis de construire, des visuels intérieur-extérieur, un architecte, tous les devis, même jusqu'à la réfection des parties communes. Et après, le but, ça va être avec des marchés ou des banques ou des gens spécialisés dans le financement de marchands de biens. J'en suis pas à développer ma propre filière de crowdfunding, mais peut-être que plus tard, ce sera une étape. Là, je vais faire des dossiers vraiment propres avec mes estimatifs et des chiffres réels et un vrai visuel du projet avant-après. Donc là, quand les gens vont voir, entre guillemets, le projet final, oui, ok, ouais, c'est bien, avec des avis de valeur de revente de mes différents lots. J'achète un bien, j'en fais 6 lots. Derrière, voilà, j'ai tous mes devis entre-temps. Donc là, je vais aller voir mes banques, je vais aller voir des gens qui financent des marchands de biens. C'est des systèmes comme Ma Première Brique ou des choses comme ça. Voilà.
voilà, ils étudient le projet, il y a des gens qui ont été il y a des marchands de biens, peut-être des promoteurs derrière, je sais pas. C'est des gens qui ont l'habitude, on va voir si le dossier est cohérent ou pas. Voilà, mais voilà, après il faut calculer le coût que ça a tout ça, et on s'oriente là où on peut. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe là-dedans, et quand on a développé son réseau, on rencontre d'autres marchands de biens, on rencontre des financiers, on rencontre pas mal de monde. Et du coup, on se crée ce petit réseau et on a des petits automatismes qui arrivent. Et après, il y a quand même un volet qui est quand même important, c'est le volet travaux. Alors le volet travaux, une des choses les plus dures, c'est l'évaluation des coûts. Parce que l'évaluation des coûts, déjà, ça peut dépendre de la région dans laquelle vous êtes, et ça peut tout à fait dépendre aussi si vous êtes en ville ou si vous êtes en milieu rural. Faire une rénovation en milieu rural, pour un artisan, c'est simple. Faire une rénovation en ville, c'est pas du tout la même chose. Il faut demander des autorisations pour les travaux. Il y a les problèmes d'accessibilité, il y a les problèmes de stationnement, il y a la déclaration de chantier. Il y a vraiment beaucoup de choses un peu lourdes. Mais du coup, c'est qu'on soit en ville, en campagne, en montagne, n'importe où, pour moi, ce qu'il y a de compliqué, c'est de savoir dire, on peut regarder sur Google, on se dit prix au mètre carré pour un mur avec du placo et 120 d'isolation en laine de verre, laine de bois. Ouais, il y a des prix, il y a des fourchettes, mais elles vont aller de 20 à 50 euros du mètre carré. Ça veut absolument rien dire. Rénovation de menuiserie, refaire un sol, combien va coûter une toiture? Ben, ça veut tout dire et rien dire. Vous allez dans un endroit où il y a de la tuile et de l'ardoise, déjà, ça peut être totalement différent. Et même dans un même secteur, vous faites 3 devis avec 3 artisans différents, les prix peuvent vraiment varier. Donc, je prends cet exemple dans la formation, on va aborder les travaux, on fait des travaux, pas des travaux, comment on les fait, comment on va développer son réseau d'artisans. En fait, ça dépendra du bien, chaque cas est spécifique en fait. En 2023-2024, à titre personnel, je pense que si on veut faire de la marge, il faut créer de la valeur. Créer de la valeur, c'est ou acheter un ensemble division simple sans travaux, pas de souci, il faut déjà avoir les moyens de partir sur des gros ensembles, soit on fait des travaux. Voilà. Et le but, c'est évidemment, comme on négocie bien, on a un prix de base important. Le but, ça va être aussi pour les travaux. Il va falloir négocier tout le temps, trouver les bons artisans, les artisans de confiance. Voilà, mais c'est là que c'est stimulant, parce que là, on englobe beaucoup de monde. J'ai bientôt fini, rassurez-vous. Et après, donc, je me suis renseigné auprès de maîtres d'œuvre que je connais, de bureaux d'études, pas mal de choses, pour savoir comment, quel outil ils utilisaient pour ce genre de choses. Alors, j'avais même vu un site qui s'appelle Batiprix, c'est un site internet, j'ai fait une démo, on rentre par exemple un projet, il y a tous les corps de métier, mais j'ai fait une comparaison, pour moi ça parlait pas par rapport au premier devis que j'ai, je fais un comparatif, c'était un peu obsolète. Bon. Sans doute sur les grosses villes, pareil, là où il y a des gros retours de devis, puisque c'est une base de données sur laquelle les artisans peuvent s'appuyer. Ça peut marcher sur les grosses villes où il y a des gros dossiers, mais si vous êtes en milieu rural ou en milieu montagnard, etc., ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Donc voilà, j'ai essayé, par exemple, voilà. Donc la meilleure façon de évaluer au mieux ses travaux, qu'est-ce que c'est? C'est d'en faire, hein. Quand on a fait 1 ou 2 projets, 3 projets, 10 projets, bon ben là c'est facile d'aller dans une visite, d'aller faire de la prospection, on voit un bien, tant de mètres carrés, j'ai étudié mon marché, je vois à quel prix je peux acheter, je sais que là, tac, j'en ai pour tant, parce que je sais que de refaire un tableau électrique et une maison, j'en ai pour 4 000, 5 000, 6 000, 8 000 euros. Je sais qu'en peinture, à peu près une surface comme ça ressemble à l'opération que j'ai fait il y a 2 ans. Bon, à peu près, hop, j'en ai pour 8 000 euros de peinture. Plomberie, chauffage, j'en ai pourtant. Les menuiseries, il y en a pourtant. Tac, rapidement, vous pouvez arriver. Visite, offre, basta. Voilà. Par contre, si on n'a pas cet automatisme et ces fourchettes de prix qui vont tomber, et bien là, qu'est-ce qu'on va faire? On va réfléchir. Ouais, attendez, je vais revenir avec un artisan, je vais faire mes devis, je vais faire ci, je vais faire ça. Le temps tourne. Un autre client qui passe ou un autre marchand de biens qui va arriver, tac, visite, il sort de la visite. Ok, je prends, je fais une proposition, je paye cash, je prends ce prix-là. Et lui, il sait qu'il va avoir une marge derrière, puisqu'il a l'habitude, il a déjà tous les coups en tête. Mais ça, c'est des choses où petit à petit, on arrive. Et puis de toute façon, moi, comme je dis, si c'est pas ça, il y en aura une autre. Demain, il sortira un autre appartement, un autre immeuble, une autre bonne affaire, une autre très bonne affaire. Voilà. Donc les affaires, il y en a tous les jours et il y en aura tous les jours. Et on va être de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de problèmes de logement. Donc il y en aura toujours. Mais par contre, quand on est à l'aise, c'est quand on commence à avoir fait des travaux. Voilà. Si on n'en fait jamais, on sera jamais à l'aise. Voilà. Bon, j'en ai fini de vous saouler avec ça. C'était un petit peu dense et rapide. Je vois que ça fait une demi-heure que je vous parle. Donc, mais je trouvais important de vous faire un petit peu le récap de ce que j'avais appris dans cette formation. Parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait tous ces aspects.
Et c'est là qu'on se rend compte vraiment que l'activité de marchand de biens, c'est un vrai métier, un spectre très très large, mais une fois qu'on est dedans et que si ça intéresse, c'est vraiment passionnant. Voilà, alors quand ça me foire de moi, quand des gens me disent ah oui, tu es agent immobilier. Non, j'ai été agent immobilier et je vois l'agent immobilier, ce que je faisais, je m'éclatais en tant qu'agent immobilier parce qu'aller chasser les mandats, aller connaître techniquement le bâtiment, expliquer la commission, expliquer le travail, créer les annonces, ça c'était pas ma passion. Les photos, je m'éclatais, mais derrière, après, il y a les visites, être bon vendeur, avoir. C'est une séduction pour moi entre les vendeurs, les acquéreurs et accompagner jusqu'au notaire. Les gens me disaient, bah, tu fais ça pour l'argent, l'argent. Bah non, c'est quand même quand on va chercher un bon mandat, qu'on voit un vendeur qui était content et un acquéreur, qu'on va chez le notaire, on les accompagne et que les gens sont contents. C'est quand même un projet de vie, une résidence principale, une résidence secondaire, etc. C'était quand même intéressant. Mais par contre, ça ne représentait que la partie, le volet aspect commercial, un petit peu de juridique. Et là, quand vous voyez tout ce que vous allez aborder dans l'activité de marchand de biens, il y a beaucoup de choses. C'est passionnant, mais pour moi, il faut quand même se former. Et encore une fois, je ne ferai pas de formation derrière. Vous ne me verrez pas vous vendre une formation dans 2 ans. Ou alors, je commencerai par m'excuser parce que je l'aurais répété tout le temps. Mais mon but, c'est pas de vendre, c'est de partager des choses. Et puis, je trouve que c'est comme ça qu'on avance. Voilà. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.